ce soit la fermentation bactérienne, la fermentation fongique, l'intolérance au lactose, l'insuffisance de production biliaire, la dysbiose inflammatoire. Et en fait, d'aller repérer quels sont les éléments parmi tout ça, comme on fait en médecine. En fait, on fait un diagnostic différentiel avec toutes les causes possibles et on va prendre des examens pour aller identifier est-ce que cette cause-là est présente, oui ou non. Si c'est non, hop, on ferme la porte, etc. Et pour ça, le microbiote est pour moi une analyse dont je ne peux plus me passer. Voilà, je crois que quand je dis ça, j'ai tout dit. Bienvenue dans le podcast SIMP Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. On entend tout et son contraire sur l'analyse du microbiote. Pour certains, c'est une révolution médicale, d'autres vont vous dire que c'est un gadget sans fondement. L'idée ici, aujourd'hui, c'est de poser les choses clairement avec le docteur Ballon-Perrin. Qu'est-ce que l'analyse du microbiote? Si c'est pas une prise de sang, ce n'est pas une culture de sel, alors qu'est-ce que c'est? Quelles sont les technologies qui existent et laquelle choisir en fonction de quel cas d'usage? Et puis, concrètement, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui avec ces données et qu'est-ce que ça change dans la prise en charge de certains inconforts, troubles ou maladies chroniques? On va discuter de tout ça avec le docteur Ballon-Perrin. Bonjour docteur Ballon-Perrin. Voilà, bonjour. Je pense que c'est un bon sujet qu'on a évoqué un petit peu plic-ploc au travers de différents épisodes, mais je pensais que ça faisait sens aujourd'hui de faire un épisode un peu explicatif de l'analyse du microbiote en tant que tel, parce qu'on entend beaucoup de choses et son contraire. On va essayer de recadrer un petit peu tout ça aujourd'hui, si ça te va comme programme. Oui, tout à fait. Alors, peut-être en quelques mots, on l'a déjà dit souvent, mais qu'est-ce que le microbiote intestinal? Peut-être remettre une base pour tout le monde sur ce qu'est le microbiote intestinal aujourd'hui. Voilà, ça c'est quelque chose que tous ceux qui nous écoutent devraient normalement savoir, mais enfin on va quand même remettre la base. Donc, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble de tous les micro-organismes qui vivent ou qui passent par le microbiote. Et donc là-dedans, il y a plusieurs types de micro-organismes. Il y a les bactéries, évidemment, en premier lieu. Il y a aussi des champignons, il y a aussi des parasites, il y a aussi des virus, il y a aussi des bactériophages. Voilà, c'est un peu toute cette faune-là qui se trouve dans notre intestin. Et il y a d'autres microbiotes que l'intestinal, mais on va parler ici de l'intestinal, et qui on se rend compte de plus en plus ont un impact majeur sur notre santé. Et pourquoi est-ce qu'on en parle autant ces dernières années? Est-ce que c'est une vraie révolution scientifique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on va en parler plus qu'à l'époque, ou est-ce que c'est un effet de mode? L'effet de mode, je pense pas, au vu du nombre de publications. Non. Qu'est-ce qui change? Alors un effet de mode, certainement pas. C'est plutôt le début de quelque chose, même si c'est pas tout à fait le début. Je veux dire que on a vraiment commencé à en parler il y a 20 ans. Les premières études vraiment qui ont mis tout le monde en émoi, c'était en 2006, donc vraiment il y a 20 ans exactement. Et en fait, pourquoi on en parle autant et pourquoi ça semble tellement évident au niveau scientifique? Je pense qu'un élément qui est tout à fait irréfutable, ce sont ce qu'on appelle les transplantations de microbiotes. Donc on a constaté, et ça a été justement ces premières études en 2006, qui ont montré que quand on transplantait le microbiote d'une souris obèse à une souris non obèse, et qu'on la nourrissait normalement, mais cette souris devenait obèse aussi. Donc, et en réalité, on a constaté que ce qu'on transplantait avec ce microbiote, on transplantait la capacité d'extraire l'énergie plus importante des aliments que l'on mange. Et donc ça, c'était une première. Et puis alors, depuis lors, il y a eu plein d'autres. Il y a eu effectivement la même chose avec les souris stressées, à des souris pas stressées qui devenaient stressées. Et alors, plus récemment, ce sont des transplantations du microbiote fécal humain à des souris. Et on a constaté, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, que quand on transplante un microbiote d'un patient avec Alzheimer à une souris, eh bien, cette souris va développer dans les mois qui viennent des perturbations cognitives type Alzheimer. Et on va retrouver, quand on fait des autopsies de ces souris au niveau cérébral, des lésions type Alzheimer. Et aussi, chose extraordinaire, on a constaté que si on transplantait des microbiotes de patients avec un Alzheimer grave par rapport à un Alzheimer modéré,
eh bien, les souris allaient développer de la même manière des problèmes graves ou modérés. Donc, ce sont évidemment devant des expérimentations pareilles, on se pose plus la question du rôle possible. C'est une évidence. Et donc, depuis là, évidemment, le nombre de recherches n'a fait que croître d'année en année. C'est absolument hallucinant. Et le nombre de preuves scientifiques n'a fait que croître aussi. Et donc, maintenant, on se retrouve, évidemment, terriblement intéressé par tout ça. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que toi, personnellement, tu as commencé à t'y intéresser par ta pratique? Parce que j'imagine que 2006, donc il y a 20 ans, c'est pas le début de ta pratique non plus, mais tu travailais. Tu es un des premiers licenciés en nutrition à l'université ici de Louvain. La première promotion, d'ailleurs. Ouais. Ça n'existait pas avant. Alors, en fait, donc pour tout dire, c'était en 86 que j'ai fait ces spécialisations en nutrition, donc ça va faire 40 ans. Hein. Voilà, disons-le. Et en fait, j'ai fait de la recherche, donc là, pendant 3 ans à l'UCL, mais plutôt dans le domaine de l'obésité. Et quand j'ai commencé à consulter, fin des années 80, c'était vraiment dans le domaine de l'obésité, tout ce qui était obésité, diabète, métabolisme, j'étais plutôt là-dedans. Et puis, j'ai beaucoup travaillé dans le sport professionnel, et donc c'était plutôt ces volets-là. Mais finalement, au fur et à mesure, des patients venaient me voir en me disant, ben voilà, moi j'ai des maux de ventre, j'ai des problèmes digestifs, vous qui vous occupez de nutrition, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et donc je me suis de plus en plus intéressé à tout ce qui pouvait avoir un lien dans la fonctionnalité du système digestif et lié à la nutrition. Et petit à petit, ben forcément, de fil en aiguille, je suis tombé sur le microbiote qui est évidemment un lien terriblement important. Et j'ai commencé à m'y intéresser justement au début des années 2000 et ça n'a fait que grandir. Et du coup, tu n'utilisais pas l'analyse du microbiote à l'époque? Comment c'était quelque chose qui n'était pas du tout pris en compte ou c'était pris en compte d'une certaine manière sans s'en rendre compte? Non, en fait, c'était pas du tout accessible. À l'époque, c'était pas du tout accessible. Et en fait, moi, j'ai commencé à investiguer le microbiote par les analyses des métabolites organiques urinaires, comme le fameux D-arabinitol, il y a l'indican, enfin, donc des métabolites produits par le microbiote. Et là, c'est pas évident parce qu'il y en a qui ne sont produits que par le microbiote, type le D-arabinitol, l'indican, etc. Mais par contre, il y en a d'autres qui sont produits par d'autres sources et donc c'est pas facile de faire la part des choses. Mais donc, bref, j'ai commencé à m'y intéresser avec ça et puis petit à petit, le microbiote a remplacé cette analyse-là, en tout cas à un certain niveau, au niveau bactérien certainement. Au niveau champignon, c'est plus compliqué, mais au niveau bactérien certainement. Et donc voilà comment j'y suis arrivé. Mais c'est vrai que j'ai utilisé, tout au début, j'ai utilisé surtout les métabolites organiques, puis j'ai commencé à faire des microbiotes que j'envoyais en Allemagne, et puis via un labo belge qui l'envoyait aux États-Unis, et puis finalement, maintenant, ça se fait en Belgique, voilà. Et donc, oui, qu'est-ce que ça t'apporte en plus aujourd'hui, en fait, de pouvoir avoir cette analyse du microbiote? J'imagine que si à un moment tu l'as commencé à l'intégrer dans ta pratique, c'est que ça t'apporte quelque chose en plus qu'à l'époque, alors qu'à l'époque, tu avais quand même déjà des résultats. Voilà. Mais en fait, ça permet d'être beaucoup plus précis. Actuellement, c'est vrai que dans à peu près 70% des patients qui se présentent au centre, que ce soit chez moi ou chez mes collaborateurs, eh bien, ce sont des gens qui viennent pour des problèmes digestifs. Et donc, on s'est un petit peu spécialisé un peu par la force des choses et par le bouche à oreille là-dedans. Et pour moi, des patients qui viennent avec que ce soit un syndrome de l'intestin irritable ou que ce soit une maladie inflammatoire intestinale, enfin bref, des symptômes digestifs, c'est devenu impensable de ne pas faire l'analyse du microbiote parce que je dois pouvoir faire la part des choses entre un problème fermentatif, un problème inflammatoire, et par rapport à ça, ce sont des éléments, cette analyse-là, ainsi que les métabolites du candidat, ainsi que dans certains cas des breath tests, enfin bon, ce sont des analyses indispensables pour moi. Ok.
qu'est-ce qui, on a parlé un petit peu d'où ça vient, mais maintenant, je pense qu'on va s'intéresser un peu à l'analyse en tant que telle. C'est le but de l'épisode. À l'époque, on faisait aussi, et je pense que pas mal de personnes confondent encore avec une culture de sel, ce qu'on appelait une culture de sel. Qu'est-ce qu'on recherche? Parce que ça existe encore, les cultures de sel. Qu'est-ce qu'on recherche et quelle est la différence entre une culture de sel et une analyse du microbiote? Voilà. Alors effectivement, la culture de sel est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui existe encore. Et le but de ça, c'est de rechercher des bactéries pathogènes, mais qui sont des bactéries aérobies. Et c'est ça toute la subtilité, c'est qu'en réalité, 80% des bactéries dans notre intestin ne supportent pas l'oxygène. Et donc, dès qu'elles sortent, elles se retrouvent à l'air libre. Donc, quand on émet une selle, elles meurent. Et donc, effectivement, on ne peut pas analyser par culture la quantité de bactéries, vu que le principe de la culture, c'est qu'on donne à manger aux bactéries, et en fait, celles qui sont présentes en quantité importante vont manger ce qu'on leur donne et vont se multiplier, parce que les bactéries, ça se multiplie très très vite. Et donc, on va pouvoir voir apparaître ce qu'on appelle des colonies, donc de bactéries qui se sont multipliées. Et en général, ce sont des bactéries pathogènes aérobies. Aérobie, c'est-à-dire aérobie, ça veut dire qui vivent en présence d'oxygène, qui supportent l'oxygène. Et donc, en réalité, les 80% des bactéries de notre intestin qui sont anaérobies, donc qui supportent pas l'oxygène, qui meurent en présence d'oxygène, eh bien, forcément, elles vont pas se développer quand on les nourrit sur ces plaques en question, parce qu'elles seront mortes, et donc on va rien voir du tout. Et on a constaté, quand on a commencé effectivement à s'intéresser à l'ADN des bactéries, qu'effectivement, on loupait 80% des bactéries de notre intestin. Et donc, on les a plus besoin vivantes pour l'analyse du microbiote, Absolument c'est ça? pas. Ok, parce qu'il y a des personnes qui ont dit oui, mais alors, entre le temps où on émet la selle et on la collecte, elles sont en présence d'oxygène et elles meurent, mais c'est pas grave. Ça. Pas du tout. Quand on s'intéresse à l'ADN de la bactérie. Complètement qu'elles soient mortes ou pas, parce qu'on s'intéresse à leur ADN. Et de l'autre côté, la prise de sang. Certaines personnes vont dire, on a toujours fait des bilans dans le sang. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas dans le sang? Parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas la composition du microbiote fécal dans le sang, évidemment. Dans le sang, on peut voir d'autres choses intéressantes, mais pas ça. C'est juste une question qui revient parfois, c'est intéressant de la poser aussi. Et du coup, est-ce qu'il y a, donc là on parle vraiment du microbiote intestinal, est-ce qu'il y a d'autres microbiotes qui sont analysés peut-être différemment, qu'on voit, ou on voit uniquement le microbiote intestinal? Il y a beaucoup de microbiotes. Il y a évidemment le microbiote vaginal qu'on analyse, il y a le microbiote buccal qu'on peut analyser, et puis il y a le microbiote urinaire, le microbiote pulmonaire, le microbiote cutané, évidemment, très important. Et donc, il y a effectivement d'autres microbiotes. Et on considère quand même que le microbiote intestinal est un peu le chef d'orchestre de tous les microbiotes. Il influence en tout cas les autres microbiotes. Oui, c'est ça. Donc, c'est un bon endroit pour démarrer, quoi. Voilà. Et ok, bon, maintenant on arrive un peu dans le vif du sujet. On sait qu'il existe aujourd'hui plusieurs méthodes qui se sont développées. On entend parler de l'ARN-16S ou du shotgun, ou encore maintenant il y a une nouvelle méthode qui émerge qui s'appelle l'ADN quantitatif. Est-ce que tu peux un peu expliquer les différentes méthodes Alors, je vais essayer d'expliquer ça clairement, ce qui est très, très difficile comme challenge. Alors, en fait, si vous voulez, d'abord, il faut savoir ce que c'est l'ADN. Parce l'idée, c'est qu'on a pu, comme on a vu précédemment, mesurer la présence de bactéries mortes qui vont pas se développer donc en culture, vu qu'elles sont mortes. Et donc, on peut les identifier par leur ADN. Alors, c'est quoi l'ADN ? Eh ben, l'ADN dans les bactéries, donc les bactéries ont un ADN et qui est plutôt enroulé sur lui-même comme ça. Et alors si on le déplie, on va le déplier et ça va former un peu comme si on avait une énorme échelle. Mais c'est une très longue échelle. Si on prend par exemple, je vais prendre le Faecalibacterium prosnitzi, qui est une bactérie terriblement importante, qui a un rôle majeur dans la protection de la paroi intestinale. Eh bien, ce Faecalibacterium, qui représente d'ailleurs plus ou moins entre 4 et 10% du microbiote, eh bien, c'est une échelle qui aurait 3 millions de barreaux. Parce qu'en fait, j'ai oublié de préciser une chose, c'est cette fameuse échelle d'ADN, c'est-à-dire que vous avez deux barreaux,
qui sont une structure plus ou moins glucidique, je ne vais pas entrer dans les détails. Et puis vous avez, donc ce sont les deux montants, exactement, les deux montants de l'échelle, et puis vous avez tous des barreaux. Et donc là, par exemple, cette bactérie, il y a 3 millions de barreaux. Et ces barreaux, il y a ce qu'on appelle des bases nucléotidiques, des acides nucléiques, qui en fait, il y a 4 lettres. Ça s'appelle A, T et G, C. Donc ce sont, je ne vais pas entrer dans les détails, ça veut dire quoi, mais ce sont donc sur un barreau, c'est A et T. Donc il y a deux, ce sont comme si vous coupiez l'échelle en deux avec une scie, crac, vous avez les montants et puis la moitié du barreau. Et alors, un c'est A, l'autre c'est T, un c'est G, l'autre c'est C. Et en fait, la façon dont tout ça va être agencé, eh bien, une bactérie va avoir un agencement de tous ces barreaux, donc de ces 3 millions de barreaux, et on a identifié, pour aller un petit peu plus loin, que ces 3 millions de barreaux, eh bien, il y a différents espaces qu'on appelle des séquences, qui sont des séquences codantes. Donc, ça veut dire que on va avoir, par exemple, 1000 barreaux, va synthétiser une protéine X. Par exemple, ça va 1000 barreaux d'une bactérie va synthétiser une enzyme qui va digérer certains éléments. Et donc, les fibres, par exemple, etc. Et donc, en fait, c'est important de considérer un peu la complexité de la chose. C'est que imaginons que vous preniez le fameux Faecalibacterium, donc vous avez une grande échelle, 3 millions de barreaux, et de ces 3 millions de barreaux, il y a plus ou moins 3000 unités codantes. Donc, ce qui veut dire qu'une unité codante, ça fait plus ou moins 1000 barreaux. Ça fait plus ou moins, n'est-ce pas, 1000 barreaux. Donc, alors vous imaginez un peu, en sachant qu'on a plus ou moins une centaine de bactéries identifiées, ça fait un paquet de barreaux. Un paquet de barreaux, hein, et de demi-barreaux. Et donc, enfin bref, je précise ça parce que c'est important. Pour expliquer ce qu'est l'ADN. D'expliquer ce qu'est l'ADN. Et ça permettra de mieux piger les différentes techniques. Alors effectivement, quelles sont les différentes techniques? Alors il y a la technique, je ne vais pas dire ancestrale, mais je veux dire c'est la première technique qui a été utilisée, qui est la technique, je dirais, sur laquelle il y a le plus de données, qui est la technique qui s'appelle dite de la RNCS. Alors la technique de la RNCS, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a constaté que sur ces fameuses longues échelles, eh bien, il y avait une zone dans les différentes bactéries, c'était une zone qui était spécifique des différentes bactéries. Et donc, quand on allait analyser cette zone, eh bien, on allait retrouver des éléments distinctifs des différentes bactéries. Et ça permettait effectivement de classifier. Un peu comme leur numéro d'identité nationale sur la carte d'identité. Et en fait, la technique qui est utilisée pour ça, c'est un peu comme la pêche au canard, si vous voulez. Hein. Vous allez mettre une amorce et vous allez attraper une zone identifiée. Pour chaque bactérie, il faut mettre la bonne amorce et vous allez attraper le canard qui correspond. Oui, comme un aimant. Comme un aimant, qui doit correspondre. Mais donc ça, c'est la première technique. Alors, c'est une technique très, très intéressante, qui est bien validée, qui a été longuement utilisée, qui l'est toujours d'ailleurs, et qui est en clinique très intéressante parce qu'elle permet d'identifier des dysbioses importantes. Parce que finalement, c'est ça aussi le but. Pourquoi on fait cette analyse-là? On ne fait pas cette analyse-là pour aller rechercher une bactérie rarissime qui est un petit peu plus élevée que dans la moyenne de la population. Ça veut dire quoi? On n'en sait rien. Ce qui est intéressant avec ce genre d'analyse, c'est de voir vraiment ce qu'on appelle des dysbioses. On ne recherche pas le microbiote, entre guillemets, idéal. Voir des dysbioses, voir si par exemple, moi c'est ce que je vois chez des patients qui ont une quantité de bactéries inflammatoires extrêmement élevée, avec à l'inverse des bactéries de protection qui servent justement à produire du mucus, qui protègent la paroi ou qui désinflamment la muqueuse, etc. Très très faibles. Des choses comme ça qu'on recherche. Oui, une dysbiose, donc c'est un déséquilibre des bactéries. Voilà, un déséquilibre, c'est un déséquilibre des bactéries, un déséquilibre du microbiote. Et donc, ça c'est la première chose. Ce qu'on peut mettre comme critique à cette technique-là, c'est que ça s'arrête ce qu'on appelle au genre. C'est-à-dire que quand on classifie les bactéries, et là on y revient, on revient à ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'ADN, c'est que on va essayer, bien entendu,
de classifier de façon la plus précise possible les bactéries. Et en fait, il y a des bactéries, il y a ce qu'on appelle des grandes familles, donc qui ont une ressemblance assez large. Et puis on descend, je passe les détails, jusqu'à ce qu'on appelle le genre, où on a, en fait, dans le genre, si vous voulez, c'est comme si vous aviez, enfin on considère, c'est pas comme si, il faut qu'il y ait plus ou moins 90-94% des barreaux qui soient les mêmes d'une bactérie à l'autre. Quand on compare, effectivement, la composition des barreaux, que ce soit les mêmes. Et puis alors, on a constaté qu'après, ce qu'on appelle l'espèce, donc là, on arrive à une identité nucléotidique, ça c'est le terme précis, qui est plus importante, c'est-à-dire qu'on va retrouver 97 à 99% des barreaux qui sont les mêmes. Et puis alors, quand on parle de souches de bactéries, là, ce sont vraiment des espèces très, très semblables, encore plus semblables, et qui font des éléments de la même espèce plus semblables, où là, on est à plus de 99% de similitude. Alors évidemment, pour arriver à ça, il faut avoir des techniques qui soient le plus pointues. Et on constate, par exemple, qu'avec la RNCSS, on arrive à voir le genre, certaines espèces, mais plutôt, et pas les souches. Alors, ça, c'était la première technique. C'est l'histoire d'on va avec un aimant, chercher une zone spécifique qui correspond. Enfin, il y a évidemment une panoplie d'aimants avec celle qui correspond. Et la deuxième technique, c'est le shotgun. Alors, le shotgun, on en parle pas mal maintenant. C'est une technique qui est plus à la mode. Il faut savoir de façon importante qu'il y a deux types de shotgun. Donc, il y a ce qu'on appelle le shotgun commercial. Donc, ça, c'est le shotgun que certaines firmes vont proposer, qui est le shallow shotgun, donc qui est un shotgun peu profond. Et puis, vous avez le deep shotgun, qui, lui, est plutôt réservé aux universités, qui est plutôt dans la recherche. Donc, c'est la première chose à savoir, super important. Alors, c'est quoi le shotgun? Le shotgun, c'est ce qu'on appelle, c'est un séquençage aléatoire de tout l'ADN bactérien. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, en termes plus intelligibles? Eh bien, en fait, c'est comme si vous aviez un puzzle, hein, et alors vous explosez, vous pétez toutes les pièces du puzzle, mais c'est un puzzle avec à 100 000 pièces, quoi. Hein. Donc, j'avais un puzzle à 100 000 pièces, et alors vous devez reconstituer ce puzzle pour pouvoir remettre la situation correctement. Et alors, vous avez deux options. Soit vous avez droit, avec le shallow shotgun, vous avez droit à 15 fois 30 minutes pour reconstituer le puzzle. Soit vous avez le deep shotgun, où vous avez droit à 100 fois 30 minutes pour reconstituer le puzzle. Donc forcément, si vous avez droit à 100 fois 30 minutes, vous avez plus de chances de le reconstituer de façon plus pointue, d'aller chercher des petites pièces qui se ressemblent beaucoup. Enfin, il y a des petites nuances entre les pièces, vous allez pouvoir mieux identifier ça quand vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Oui, donc c'est un peu le nombre d'espèces ou de genres ou de familles, comme tu disais, qu'on va pouvoir recenser. Exactement. Plus on va deep, plus on va profond, plus on va pouvoir avoir une vue complète du exactement. C'est ce qu'on appelle en technique le nombre de reads, c'est-à-dire le nombre de lectures par la bioinformatique des séquences. Et donc, en fait, quand vous avez un nombre de reads qui est plus faible, ça veut dire que vous avez moins la possibilité d'aller loin. Et là, le shallow shotgun, donc le commercial, il s'arrête un peu. Allez, il va un petit peu plus loin que le RNCSS, il va plus vers l'espèce que le genre, quoique ça dépend lequel, c'est variable. Mais il est un petit peu plus pointu, et mais néanmoins, il va pas jusqu'à la souche. Et puis ça dépend du shallow shotgun, comme tu dis, il y en a aussi des plus ou moins de reads, donc il y a des variations. Oui, ça dépend si leur machine décide de représenter 10%, 20%, 40%. Voilà. Il faut savoir que plus ils vont aller loin, plus ça va coûter cher. C'est ça qui est important. Oui. Parce que plus ils vont utiliser, ce sont des cassettes de lecture qui ont un certain nombre de reads, et donc ça veut dire que plus on utilise de reads, moins on peut faire d'échantillons patients, et donc plus ça coûte cher aux patients. Donc c'est évident que il y a effectivement le deep qui dépasse, qui est au niveau commercial. Dans le shallow qui est commercial, il y a encore des variantes. Et donc là, on va effectivement, en tout cas jusqu'au genre, voire jusqu'à l'espèce, et certainement pas jusqu'à la souche.
Puis alors, il y a des biais aussi, mais bon, je ne veux pas travailler avec la technique, c'est trop compliqué. Mais donc, du coup, donc il y a en fonction de là où on place le curseur sur le nombre de lectures qu'on fait, donc sur jusqu'où on va, en fait, sur la complétude du puzzle, qui est l'ensemble des bactéries du microbiote, mais on est capable d'aller très très loin. Et donc, quand on fait ça, par exemple, au niveau universitaire, on recense toutes les bactéries du microbiote. Donc là, on arrive à recenser effectivement toutes des bactéries, y compris des bactéries, enfin des séquences, on va dire, inconnues, des séquences que l'on va, à un moment donné, identifier, dont on va essayer de comprendre la fonctionnalité, on va essayer de voir, par exemple, quand cette séquence-là est nourrie par ceci, enfin, qu'est-ce qu'elle va coder et qu'est-ce que cette enzyme va pouvoir faire, etc. Et donc, c'est aussi à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. Et donc, ça amène d'ailleurs sur la troisième technique. C'est ça. Juste pour rester sur la technique un petit peu du shotgun, là, quand tu dis la séquence pour savoir ce qu'elle peut en faire, c'est-à-dire, dans la technique du shotgun, il y a aussi l'explication. Voilà. Donc, il y a, en tout cas, l'explication, en tout cas, il y a une recherche de ce qu'on appelle la fonctionnalité du gène. Donc, effectivement, de savoir à quoi, ce qu'il va pouvoir produire comme protéines, qui sont souvent des enzymes, par exemple, pour prendre un exemple. Et voir un peu à quoi elle sert. C'est ça qui est effectivement intéressant. On va parler après de cette nuance-là entre ce qui est là et ce à quoi ça sert. On va peut-être en parler juste après. Là, on va du coup terminer le. Donc en fait, volet. pour être pratique et simple sur ces deux techniques, la RNCSS est une technique bien validée qui permet de bien évaluer la diversité, les phylums, les genres, et quelques espèces. Elle n'a pas la profondeur pour aller plus loin, plus au niveau des espèces et au niveau des souches. Le shotgun commercial va un petit peu plus loin que la RNCSS au niveau des espèces en général et permettrait, mais bon, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait au niveau clinique, permettrait effectivement d'avoir une idée de la fonctionnalité. Mais ça c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment utilisé actuellement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de bactéries qu'on ne connaît pas, donc on aura beau les recenser, mais on ne sait pas quoi en faire. Voilà, et puis en plus la fonctionnalité, ça amène surtout tout un autre volet qui va toujours laisser, à mon sens, une limitation sur le shotgun, c'est que la fonctionnalité, c'est une chose, mais entre ce qu'une bactérie est censée pouvoir faire et puis ce qu'elle fait, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Ça va dépendre de ce qu'on lui donne à manger, ça va dépendre de l'équilibre avec les autres bactéries. Est-ce que d'autres bactéries vont évidemment empêcher son expression ou vont contrarier son expression? D'où le fait qu'on considère actuellement que plutôt que la fonctionnalité des gènes que l'on pourrait voir par le shotgun, ce qui est évidemment fondamental, c'est la métabolomique plutôt, donc des métabolites produits par le microbiote qu'on peut doser. Mais ça ne se regarde pas dans un shotgun. Ça ne se regarde pas dans un shotgun. C'est juste comprendre les bactéries qu'elles sont là, les espèces, savoir en fait cette espèce, je sais la voir dans le microbiote en quelle quantité, et c'est là on sait à quoi elle sert, mais elle va pas différencier d'une personne à l'autre, ou ça peut différencier d'une personne à l'autre la fonction d'une bactérie, ou alors toutes les bactéries qui ont le même code chez une personne ou chez une autre. Ce sera pareil. Ouais. Ce qui va différencier justement sa fonction, c'est le cadre dans lequel elle s'exprime, c'est-à-dire est-ce qu'elle est nourrie correctement pour produire ça? Est-ce qu'il y a d'autres bactéries qui émettent des éléments qui vont contrarier sa fonction? C'est ça. Mais une même bactérie présente chez deux personnes, au niveau de son code génétique de cette bactérie-là, elle est supposée avoir la même fonction. Exactement. C'est ça. Ouais. Okay. On reviendra après sur cette notion de fonction et de présence. Mais avant de continuer, un petit mot pour celles et ceux qui se demandent si une analyse du microbiote peut les aider. Chez Simp, vous pouvez réaliser l'analyse du microbiote directement depuis chez vous. Vous recevez un kit simple à utiliser, ensuite vous le renvoyez gratuitement au laboratoire. Vous recevez ensuite un rapport complet qui vous explique l'état de votre microbiote, les déséquilibres potentiels identifiés, et surtout, ce qui nous tient vraiment à cœur, ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez agir sur votre microbiote. Ce ne sont pas juste des données brutes, c'est un vrai guide pour comprendre et améliorer votre santé intestinale.
Rendez-vous sur simp.fr, symp.fr pour en savoir plus et le lien sera dans la description. Bonne écoute. Maintenant, ça nous amène à cette troisième technique émergente qui est la technique la plus nouvelle, qui est en réalité une technique extrêmement intéressante, c'est-à-dire que c'est une technique où on va faire ce qu'on appelle du fluorocodage. Alors ça, c'est un peu technique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller marquer des bouts des séquences. Alors comment est-ce qu'on arrive à faire ça? C'est parce qu'on a pu justement, avec tout ce qu'on a découvert sur le microbiote, et c'est pour ça que cette technique peut arriver maintenant, elle n'aurait pas pu arriver avant. On a des banques de données importantes avec la composition, des séquences, et donc ça permet alors d'aller marquer ces séquences, et puis par une technique de flux, ensuite on va mettre un marqueur fluorescent là-dessus, et puis on va avoir une cartographie optique, un peu comme un énorme code-barre, qui va permettre de voir les différentes séquences bactériennes présentes et les différentes bactéries présentes. Alors, ce qui est assez génial avec cette technique, c'est que et c'est la technique qui a la plus grande précision. C'est-à-dire que c'est une technique où je parlais tout à l'heure d'aller jusqu'au genre, d'aller jusqu'à l'espèce. Ici, on va jusqu'à la souche. Et ça, c'est assez génial parce que là, justement, on arrive, avec cette technique, à avoir une précision, ce qu'on appelle au niveau de l'identité nucléotidique, comme je disais, à 99,5%. Donc, on arrive à détecter des espèces qui ont 99,5% des barreaux identiques, qui sont alors à ce moment-là des souches, considérées comme des souches. Et c'est très, très intéressant en clinique, justement. C'est très intéressant parce que le but de ça, c'est que l'on sait que certaines souches dans une même espèce sont pathogènes et d'autres pas. Et donc, effectivement, le fait d'identifier un genre ou une espèce sans aller plus loin par rapport à la souche, eh bien, on est un petit peu imprécis, quoi. Même si, pour un certain nombre de souches, on les raccorde d'une manière générale à la fonction de l'espèce, mais c'est quand même plus compliqué que ça, et donc ça c'est une technique qui est la dernière née, si je peux dire là-dedans, mais qui me semble la plus intéressante et la plus précise. Donc elle permet pas de découvrir de nouvelles bactéries, non. Mais à partir du moment où on connaît, 80% des pièces du puzzle, peut-être que c'est moins, peut-être que c'est plus, je sais pas où on en est aujourd'hui, mais dans les banques de données, le shotgun a permis d'aller identifier toutes ces pièces du puzzle, on les connaît, elles sont répertoriées quelque part. Cette technique permet, parce qu'elle existe, de donner un code fluorescent à chacune des pièces du puzzle répertoriées et de venir voir, dans ce microbiote de cette personne, est-ce que je retrouve le code identique. Et donc ça permet de voir toutes les souches qui sont connues aujourd'hui avec une précision beaucoup plus grande qu'on aurait sur le CSS, parce qu'on sait même pas aller jusqu'à la souche, ou même sur le shotgun. Sur le shallow shotgun, sur le shotgun commercial classique. Oui, c'est ça, sur le shotgun à base. Absolument, c'est tout à fait ça. Et quel est l'intérêt d'aller jusqu'à la souche? Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a constaté pour certaines espèces que justement certaines souches sont pro-inflammatoires, par exemple, et d'autres pas. Et donc le fait d'aller identifier précisément les souches et de savoir est-ce qu'on a affaire à une souche pro-inflammatoire ou pas spécialement, c'est fondamental pour la prise en charge, évidemment. C'est ça, parce qu'au sein donc si on regarde à 94% de précision, de similarité entre deux bactéries, donc on serait sur une espèce, par exemple, on dirait, ils sont similaires à 94%, ou c'était le genre, ouais. On serait à 96, 97. Ouais. Donc même, disons espèce, qui est déjà plus précis, on est à 96%, mais dans ces 4% de différence, ça peut faire la différence entre une bactérie qui a un effet positif ou négatif. Exactement. C'est ça qu'on dit. Et donc le fait d'aller à l'espèce, alors à la souche, on est à 99% de précision, 99,5, et à ce moment-là, potentiellement, on sait que une souche pouvoir identifier certaines souches problématiques ou pas. C'est pas le cas pour tout, pour toutes les souches, pour toutes les espèces, mais pour un certain nombre, en tout cas, c'est le cas et c'est très important. Donc, on entend du coup que c'est un sujet qui est fortement avancé, en tout cas en laboratoire. Maintenant, toutes ces
ces différentes techniques, cette précision jusqu'à laquelle on sait aller identifier ce qui se passe dans le microbiote, mais on entend encore souvent beaucoup de personnes qui disent oui, il y a beaucoup d'études, mais on ne sait pas quoi en faire. C'est quelque chose que j'entends très fréquemment. Est-ce que c'est fondé? Alors, à mon sens, on peut plus dire ça. J'estime que, alors, il y a une part de vérité là-dedans, mais à mon sens, on a tellement d'arguments, je dirais, scientifiques maintenant, et personnellement, moi, je le vois dans mon expérience, ça peut tellement aider les patients quand on arrive à identifier des situations de microbiote avec soit une hyperfermentation, mais avec des bactéries qui produisent plutôt du soufre ou du méthane, que c'est pas le même traitement, soit un problème inflammatoire avec un énorme déficit bactérien, ou d'autres où ils ont vraiment un excès de bactéries inflammatoires. Tout ça permet d'avoir une attitude beaucoup plus pointue et précise avec des résultats. Donc pour moi, c'est une évidence, en tout cas dans les problèmes digestifs, que ce soit le côlon irritable, que ce soit les maladies inflammatoires intestinales ou dans la prévention du cancer du côlon, c'est une évidence. C'est devenu tellement évident que ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, c'est plutôt de l'ignorance qu'autre chose. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas fait d'études, autant on a fait donc des milliers d'études sur tout ça qui permettent effectivement de démontrer l'impact dans toutes ces maladies-là, par exemple. Autant, il est vrai qu'on n'a pas fait d'études en disant, tiens, voilà, on prend des patients qui ont telle perturbation du microbiote, on va les traiter avec tel traitement, et puis on va regarder comment ils évoluent au niveau clinique et comment évolue leur microbiote, ça on n'a pas. Donc ça, à ce niveau-là, c'est exact. De dire, oui, mais écoutez, on n'a pas ce genre d'études, donc on peut pas encore dire que. Donc là, je suis d'accord. C'est un élément qui manque, et entre parenthèses, je suis en train justement de démarrer avec une université en Belgique, une étude de ce style. Donc c'est évident. Donc ça, on peut dire, ah oui, mais ça, il n'y a pas. À ce niveau-là, je suis d'accord. Mais par contre, je veux dire, en médecine, le nombre d'éléments où on a quand même, où il manque des données, malgré tout, on traite les gens, il y en a beaucoup, donc si on devait attendre que tout soit parfait avant de traiter, il y aurait beaucoup de trous. Et donc je trouve qu'il y a suffisamment, pour moi, d'arguments à ce stade pour déjà se lancer là. Donc les études, ça va être de dire, par exemple, on voit que telle ou telle bactérie produit tel ou tel effet, ou alors on voit que telle ou telle bactérie mène à telle ou telle maladie ou trouble, ou à l'inverse, voir que tel ou tel traitement sur telle ou telle bactérie fait diminuer ou augmenter les bactéries. C'est ce type d'études-là qu'on a déjà? Alors, ce qu'on a déjà, c'est effectivement ça. On sait déjà que telle ou telle bactérie est associée à tel ou tel trouble, et que tel ou tel type de traitement allopathique ou en phyto, nutri, etc., a un impact sur ces bactéries. Tout ça, on a aussi des études qui montrent ce qu'on appelle les signatures du microbiote. Donc, dans tel ou tel type de maladie, on retrouve tel type de perturbation en général. Voilà, on a tout ce genre d'études. Ce qui manque, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. L'aspect clinique. C'est d'aller un peu plus loin, de moduler le microbiote, de voir l'impact que ça a au niveau clinique et sur le et cette complexité qu'on retrouve dans tout ce qui est lié à la nutrition ou qui touche aussi au style de vie, c'est quand on est sur un médicament, c'est facile de voir les effets d'un médicament. Ici, étant donné que c'est quand même un peu multifactoriel, même si sur les traitements plutôt allopathiques ou nutriments, il y a quand même un effet direct sur le microbiote, mais il y a aussi une composante un petit peu plus. En fait, c'est tout le problème des études scientifiques. C'est-à-dire que, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'on veut isoler un facteur influençant, ce qui est logique. On veut avoir un seul facteur et pas plusieurs. Donc, à partir du moment où on veut isoler un paramètre, par rapport au microbiote, c'est assez compliqué parce qu'il y a la nutrition qui joue un rôle. Donc, il faut tenir compte de la nutrition et d'un paramètre X ou Y. Et donc, on va dire oui, mais enfin, il n'y a pas un seul paramètre. Alors, ça, c'est
un problème. Maintenant, bon, je crois qu'il faut quand même avoir un petit peu de souplesse, sinon on s'en sort pas, parce que si on commence comme ça, c'est vrai que on est de plus en plus à considérer que le problème des études sur des grands groupes, ça a aussi une validité relative, étant donné que chaque individu a tous ses polymorphismes et réagit de façon différente. Donc c'est pas, tout ça n'est pas simple. Donc voilà, il y a encore des choses à faire dans les études, mais on a quand même suffisamment d'éléments qui nous permettent de comprendre le microbiote d'une personne, en tout cas savoir s'il est déséquilibré, et d'éléments pour dire voilà, telle ou telle chose va avoir tel ou tel effet sur le microbiote. Exactement. Ce sont vraiment les deux éléments que l'on peut en tout cas dire que l'on a, et ceux qui ignorent ça, je pense que c'est de l'ignorance. Et voilà. Et si on revient à cette différence entre la composition et la partie justement production, de quoi est composé le microbiote et ce que le microbiote peut produire. Tu peux un peu on a un petit peu parlé de la différence, on parle souvent de ces métabolites dont tu parlais, qui vont être le butyrate, les acides gras à chaîne courte, les métabolites du tryptophane aussi. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est, donc cette différence entre la composition et la fonction? Alors ça, c'est justement très intéressant pour l'impact du microbiote à distance. Je vais prendre un exemple. On parle toujours de l'axe intestin-cerveau, justement. Eh bien, dans l'impact de l'intestin sur le cerveau, et en particulier sur les maladies neurodégénératives, ça va d'Alzheimer au Parkinson, à la sclérose en plaques. Donc, on a clairement constaté que l'état du microbiote allait avoir un impact là-dessus. Et comment il a un impact là-dessus? C'est via des éléments produits par le microbiote, produits ou pas produits. C'est-à-dire que si le microbiote est précisément plus de composition inflammatoire, il va produire ce qu'on appelle des LPS, donc qui sont des substances qui, lorsqu'elles peuvent traverser anormalement, excessivement la paroi intestinale, vont arriver dans le sang, vont arriver jusqu'au niveau du cerveau et vont créer un état, vont augmenter l'état micro-inflammatoire au niveau cérébral. Et à l'inverse, il y a des substances comme les acides gras à chaîne courte dont tu parlais, comme le butyrate, qui lui est produit par plutôt d'autres bactéries, des bonnes bactéries, dont le Faecalibacterium dont je parlais tout à l'heure. Et lorsque celui-ci arrive au niveau du cerveau, il va plutôt diminuer l'inflammation. Donc c'est toute l'inflammation de ce espace cérébral qu'on appelle la microglie, qui est en fait un peu tout le système immunitaire cérébral, et donc qui peut s'enflammer, se désenflammer, et cet état inflammatoire ou l'inverse est terriblement influencé par le microbiote. Et comment on peut avoir une idée de cela? C'est en mesurant les métabolites produits par le microbiote dans le sang, que ce soit les LPS ou que ce soit les acides gras à chaîne courte. Et d'ailleurs, pour le moment, c'est un problème qui devrait bientôt être résolu, mais beaucoup de laboratoires proposent des acides gras à chaîne courte dans les selles, ce qui, on le constate, ne peut pas être utilisé comme marqueur de ce qui se passe dans le sang et dans le cerveau. C'est pas pareil, parce qu'en fait, on va produire, imaginons, des acides gras à chaîne courte, mais encore faut-il savoir à quel point elles vont être absorbées, elles vont être utilisées par les cellules du côlon, parce qu'en fait, c'est le fuel des colonocytes. Donc effectivement, ça va être utilisé. Quelle partie va passer, va se retrouver dans le sang? Il y a sans doute aussi des phénomènes adaptatifs. On sait qu'on a des capacités, par exemple, quand on a des carences en certains oligo-éléments, on sait qu'on a la capacité d'augmenter son absorption de ces éléments-là. Donc, il y a éventuellement peut-être des mécanismes adaptatifs qu'on ignore, qui fait que quand il y a une inflammation quelque part, on augmente l'absorption des acides gras à chaîne courte pour aller secourir l'inflammation. Peut-être pas, mais voilà, ce sont des choses qu'on ignore. Et donc, toujours est-il que mesurer les acides gras à chaîne courte dans les selles, actuellement, c'est pas considéré comme un élément suffisant au niveau métabolomique pour voir l'impact à distance du microbiote. Donc, pour tous ces impacts à distance, ça va être d'autres types de marqueurs. Voilà, ce sont d'autres marqueurs. Il y a les acides gras à chaîne courte, il y a les LPS dont je parlais tout à l'heure, il y a les acides biliaires secondaires qui on sait ont un impact aussi, les indoles, enfin etc. Ce sont tous des éléments. Et est-ce qu'on peut
interférer un petit peu avec cette fonction métabolique juste en regardant la composition du microbiote et en agissant sur la composition. C'est clair il faut des analyses en plus et ce sont des choses différentes qui se traitent différemment. Alors, en tout cas, selon les critères actuels, on considère que pour être exact et précis, il faut des analyses en plus. Et donc, il faut doser les LPS dans le sang, les acides gras chaîne courte dans le sang, les acides biaires secondaires dans le sang, etc. Et l'idée de présumer du niveau de ces métabolites dans le sang en se basant sur le microbiote ne peut pas être considéré comme absolument exact. Ceci étant dit, malgré tout, on peut quand même le supposer. C'est-à-dire que il est clair que quand on a un microbiote qui contient beaucoup de bactéries qui produisent des acides gras chaîne courte, on peut supposer qu'il va en produire plus que l'inverse, que s'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Mais et du coup, donc si en plus de ça, on va mesurer ce qui se passe au niveau justement des acides gras chaîne courte, est-ce qu'on peut agir du coup plus loin que juste augmenter les bactéries qui sont supposées les produire? Est-ce qu'on sait agir un petit peu entre les bactéries et leur action à distance? Est-ce qu'il y a des choses qu'on sait faire ou c'est un petit peu... oui, c'est-à-dire que effectivement, on peut utiliser ce qu'on appelle des postbiotiques. Par exemple, c'est le cas des acides gras chaîne courte. On peut donner des acides gras chaîne courte en complément. On peut utiliser des produits qui sont intéressants pour désenflammer la paroi intestinale quand on sait qu'elle est enflammée par le microbiote. Donc il y a des éléments indirects sur lesquels on peut agir en n'agissant pas uniquement sur les bactéries. Mais bon, si on commence à agir, à donner des choses en plus alors qu'il n'y a pas ce qu'il faut à la base au niveau de la composition du microbiote, Exactement. Ça va à un moment ne pas suffire et on n'agit de nouveau pas à la cause. Exactement, c'est comme justement j'avais le cas d'un patient que j'ai vu cette semaine, qui est un patient qui a une maladie justement neurodégénérative et qui a vraiment un taux de bactéries pro-inflammatoires extraordinairement élevé. Et bon, j'ai donné un traitement, je passe les détails, mais toujours est-il que ça a très très bien diminué. Et donc en fait, dans ce cas-là, je me suis concentré sur ce qui allait modifier son microbiote. Commencer à aller donner de la glutamine, du zinc, etc., ça n'aurait pas servi à grand-chose, même à rien du tout en réalité, parce que c'est un peu comme... c'est comme si vous aviez un microbiote avec imaginons que vous n'avez pas assez de bactéries qui vont produire des substances qui vont permettre à la fois de stimuler la production de mucus qui vous protège votre paroi, qui vont envoyer un message à l'immunité en disant voilà, il faut pas se super enflammer. Et puis qu'à côté de ça, vous avez une quantité phénoménale de bactéries qui, elles, déjà, vu la présence en nombre, prend toute la place. En plus de ça, comme la quantité de mucus produite par les bactéries justement productrices est faible, elles ont accès à la paroi, elles ont accès au système immunitaire, et donc elles vont pouvoir enflammer le système. Il y a un passage de LPS phénoménal qui peut, d'ailleurs c'est le cas chez ce patient, il y a beaucoup de LPS, qui vont pouvoir traverser, enflammer, créer une inflammation à distance, et que vous espérez régler le problème en donnant de la glutamine, non. Oui, c'est comme donner un anti-inflammatoire. Ça va servir absolument à rien du tout. Il faut traiter la cause. Il faut traiter ce microbiote hyper-inflammatoire. On parlait justement mais est-ce qu'on regarderait pas les actions à distance et justement les fonctions dans les selles? On se rend compte qu'en fait c'est pas l'idéal. On se pose aussi maintenant, il y a quelque chose qui émerge, qui est regarder les parasites. Donc les parasites, les champignons, tout ça c'est de plus en plus important. On en parle de plus en plus. Et on entend aussi que ça peut être intéressant, qu'on pourrait tout faire dans le shotgun. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est connu aujourd'hui pour regarder ces parasites quelles sont les techniques, où en est la science aujourd'hui? Donc en fait, pour être clair, dans les dernières recommandations scientifiques, c'est pas du tout conseillé, c'est pas du tout vrai. Alors pourquoi? Parce que pour les bactéries, j'ai expliqué les différentes techniques avec leurs limites, leurs avantages. Le shotgun n'étant d'ailleurs pas le top. Le top,
semble être effectivement... En tout cas, hors recherche. Enfin non, en recherche, c'est top. Oui, mais ça, en application clinique, le top semble être cette fameuse technique de fluorescence. Pour ce qui est des virus, donc là, il est clairement, à ce jour, tout à fait prématuré de doser ça, parce on n'a pas, en fait, on parlait tout à l'heure, tu parlais d'avoir une base de référence, on a rien comme base de référence. Donc en fait, on ne sait absolument rien dire, rien faire avec les virus qu'on trouve dans le microbiote d'un patient au niveau clinique, en pratique. Alors ça se fait au niveau de la recherche pour le moment, avec les bactériophages, les virus, etc. Mais en clinique, rien. Alors, pour ce qui est des champignons, alors ça c'est très important, parce que il faut savoir que avec le shotgun, au niveau donc des candidats, eh bien c'est une technique qui est intéressante pour aller identifier effectivement la présence de candidats. On arrive effectivement à identifier les séquences qui correspondent à des candidats, etc. Mais le problème, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, et c'est le plus important, c'est que l'ADN, que ce soit un candidat sous forme levure, comme tout le monde a dans l'intestin, on a tous des candidats sous forme levure, ça fait partie de notre microbiote en équilibre, et d'ailleurs ça a peut-être une fonction on sait que vraisemblablement des bêta-glucans des candidats ont un impact quelque part, sans doute, qui stimule un petit peu l'immunité, ça fait partie de cette veille immunitaire, donc c'est sans doute pas par hasard qu'on a une certaine quantité de candidats, et ça c'est tout à fait normal. Le problème, c'est quand ces candidats commencent à se multiplier, se transformer, prendre la forme qu'on appelle mycélium, s'accrocher à la paroi, produire des toxines, des gaffes, etc. Mais le problème, c'est que cette forme mycélienne, c'est le même ADN. Donc ça veut dire que quand vous allez faire une analyse shotgun de vos candidats, vous savez absolument pas si c'est du candidat sous forme levure qui est tout à fait sympa et qui pose pas de problème, ou si c'est l'autre. Et ça, c'est un. Deux, il faut savoir que dans l'analyse des selles, je me méfie aussi un petit peu au niveau des candidats, parce que bien souvent, on sait que les candidats s'accrochent sous forme de plaques. Ils ont une protéine qu'on appelle l'adhésine, qui leur permet de s'accrocher aux muqueuses et de former des plaques, qui forment un biofilm, enfin, etc. Et donc, quelle est vraiment la valeur de ce qu'on voit dans les selles par rapport à ce qu'il y a dans le tube? Ça reste à voir. Donc pour moi, c'est une technique qui me semble pas il n'y a pas que pour moi. Je veux dire, au niveau des critères actuels, c'est pas considéré comme valable pour les raisons de similitude d'ADN entre une espèce qui est pas pathogène et une qui l'est. Et puis dans mon expérience, ça l'est pas non plus. Donc pour ça, on va regarder. Donc pour ça, on va plutôt utiliser, et c'est en tout cas dans mon expérience clinique, ce qui reste le mieux sont les métabolites produits par le candidat, avec l'avantage, on le sait, et il y a des études qui l'ont montré, que ce D-arabinitol n'est produit que par le candidat, par rien d'autre, et ça c'est hyper important. Et que en quantité, on peut voir si c'est en quantité excessive ou pas. Et on voit que quand c'est en quantité excessive, eh bien ça veut dire qu'il y a effectivement une prolifération de candidats sous forme plutôt mycélienne. Et d'ailleurs ça a été utilisé beaucoup, il y a pas mal d'études en pédiatrie qui ont été faites et qui montraient que justement, cette augmentation du taux de D-arabinitol était un marqueur très précoce de prolifération fongique. Donc voilà. Donc pour moi, ça reste quand même le top. Parce que du coup, dans les selles, soit on va le voir chez tout le monde, qu'il soit problématique ou pas, on va dire, c'est présent, ou alors on le verra pas parce qu'il reste accroché sur les selles. Exactement. Donc on risque d'avoir soit des faux positifs, soit des faux négatifs. Pour moi, le virome, enfin pas que pour moi, d'ailleurs dans la littérature c'est considéré comme ça, le virome et le mycobiome en shotgun, non. Alors, le parasitome, donc les parasites, ça c'est différent. Donc, les parasites, si vous voulez, on considère que dans les parasites, il y a plusieurs types. Il y a les protozoaires, il y a les helminthes. Enfin bon, il y en a qui ont longuement parlé de tout ça à juste titre, très bien. Et donc, on considère en général que pour les protozoaires, les techniques qu'on appelle le PCR, donc qui sont aussi des techniques sur l'ADN en fait, mais qui sont plus abordables aussi financièrement. Ce sont des accroches simples, il n'y a pas d'amplification de séquençage, etc. Bref, et donc ces techniques PCR sont tout à fait valables, voire même
apparemment mieux que le shotgun. Ou que ce qu'on appelle, et ça c'est l'autre technique, qui est aussi une technique intéressante, c'est ce qu'on appelle la PCR NGS. Alors NGS, c'est un terme général pour vous dire New Generation Sequencing. Donc tout ce qui est ARNCS, shotgun, tout ça c'est Dynamap, tout ça c'est NGS. Et en fait, en réalité, il existe une technique qu'on appelle PCR-NGS, qui est en fait un peu comme l'ARN-16S pour les bactéries, mais ici c'est l'ARN-18S. Bon, c'est un détail technique, mais en fait ça correspond un peu à ça. Pour regarder les parasites plutôt que les bactéries. Ça, c'est une technique qui est tout à fait bien. Bon, forcément, c'est aussi plus onéreux. Et donc, finalement, on considère que le PCR est très très bien pour les protozoaires. Pour les protozoaires et les helminthes, on irait plutôt sur du 18S. Donc voilà. Ça arrive et c'est en cours de préparation pour rendre ça plus accessible aussi. Aujourd'hui, c'est pas encore facile de pouvoir faire ces analyses. On pourrait se poser la question de pourquoi on fait pas des PCR aussi sur le microbiote bactérien. Il faudrait faire beaucoup de PCR alors. Et en plus de ça, la PCR, le problème des techniques PCR, c'est les techniques on-off. C'est-à-dire qu'il y en a présent ou pas présent. Et nous, on veut savoir Exactement. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est effectivement la quantité de l'un et de l'autre. C'est ça. Ok, oui. Parce que chez les parasites, ce qui est problématique, c'est pas le degré de présence, c'est la présence ou non. Voilà. C'est ça? Exactement. C'est la présence ou non. Et il y en a moins à venir regarder. Pour les parasites, c'est aussi évidemment compliqué parce que, si vous voulez, il faut toujours, avant toute chose, dans ces analyses, replacer ça dans un contexte clinique, quoi. On sait tous que nous sommes porteurs de parasites sans que ce soit nécessairement problématique. Donc, on peut avoir, si on a une symptomatologie clinique qui fait dire, tiens, peut-être que là, il y aurait quand même l'intervention d'un parasite. C'est une chose, s'il n'y a rien du tout et qu'on découvre quand même des parasites, quelle est leur signification? Oui, on est moins dans un esprit d'équilibre comme on va avoir dans le microbiote où ce qui compte en fait c'est comment toutes ces bactéries vivent ensemble. Ici, le parasite, c'est plutôt quelque chose qui ne devrait pas être là, mais s'il est là, certains en tout cas, leur présence peut être problématique, mais la présence d'autres parasites, si je puis dire, non problématiques ou positifs, est importante et il faut savoir s'il y en a assez. Ça, il n'y a pas ce concept-là, en tout cas aujourd'hui, dans ce qu'on connaît sur le parasite. Et c'est pour ça que finalement, la technique PCR simple est très intéressante pour voir s'il y a, oui ou non, présence de parasites. La technique qu'on appelle PCR NGS 18S, si vous voulez, est une technique qui, elle, alors donne une notion de quantification, peut être utile pour rechercher plus de parasites des helminthes, etc. Mais là, de nouveau, c'est intéressant, mais la limite est de savoir qu'est-ce que ça signifie. Il y a des choses qu'on va retrouver, quelle est leur signification clinique, en fait. C'est ça. Oui, donc c'est toujours dans l'idée d'amener ça dans un contexte clinique. Ici, je pense que un des contextes cliniques les plus intéressants de ce développement de ces dernières années, ça va être dans le syndrome de l'intestin irritable. Qu'est-ce que ça change un petit peu concrètement l'arrivée de tout ça pour les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable? J'imagine que ça fait beaucoup partie de tes demandes ou de tes plaintes que tu reçois en consultation. Qu'est-ce que tout ça change dans la conception qu'on a du syndrome de l'intestin irritable? Effectivement, moi je m'occupe de ça toute la journée, ou presque. J'exagère, mais quand même beaucoup. Alors, c'est terriblement important parce que cette notion d'intestin irritable, énormément de patients arrivent en consultation avec ça, un peu comme un sac à dos qu'on leur a mis, en disant ben voilà, on a fait les tests, j'ai pas de maladie inflammatoire intestinale, tant mieux d'ailleurs, et donc j'ai l'intestin irritable. Alors oui, mais encore, et c'est vrai que moi, j'ai pris pour habitude de faire justement un diagnostic différentiel de tout ce qui peut causer ce syndrome de l'intestin irritable. Que ce soit la fermentation bactérienne, la fermentation fongique, l'intolérance au lactose, l'insuffisance de production biliaire, la dysbiose inflammatoire, une réactivité
au blé, que ce soit la lectine du blé, que ce soit le gluten, que ce soit, bref, etc. Et en fait, d'aller repérer quels sont les éléments parmi tout ça, comme on fait en médecine. En fait, on fait un diagnostic différentiel avec toutes les causes possibles et on va prendre des examens pour aller identifier est-ce que cette cause-là est présente, oui ou non. Si c'est non, hop, on ferme la porte, etc. Et pour ça, le microbiote est pour moi une analyse dont je ne peux plus me passer. Voilà. Je crois que quand je dis ça, j'ai tout dit. Ça fait passer un petit peu la recherche du syndrome de l'intestin irritable d'un diagnostic d'exclusion à un diagnostic différentiel, quoi. C'est vraiment un passage, un changement de paradigme dans la recherche. Donc on dit, OK, vous avez... C'est comme si, vous savez, le syndrome de l'intestin irritable, c'est presque comme dire, voilà, vous êtes cardiaque, vous êtes, je ne sais pas moi, et puis vous êtes fatigué, et puis voilà. Oui, mais encore. Hein, et donc, c'est vraiment ça, c'est d'aller plus loin, et c'est un des outils. L'analyse du microbiote est un des outils importants pour ce diagnostic différentiel et pour aller plus loin. Le syndrome de l'intestin irritable étant un des premiers, je pense, des premières maladie qui n'a pas de diagnostic différentiel, qui avait juste des diagnostics d'exclusion jusqu'à aujourd'hui, mais ça fait un petit temps que l'investigation du microbiote est là, ou en tout cas démarre. Mais je pense maintenant à d'autres cas d'usage sur lesquels il y a des choses qui arrivent, que ce soit plutôt chez la femme avec l'endométriose, le SOPK, donc tout ce qui est lié plutôt au niveau hormonal. On fera un épisode complet là-dessus, mais est-ce que ça permet aussi quelque chose de similaire à ce qu'on a au syndrome de l'intestin irritable, ou ici c'est encore un petit peu différent? Qu'est-ce que ça apporte dans la recherche et la compréhension? Alors effectivement, il y a on va être très succinct là-dessus, mais il y a deux éléments importants. Un élément qui est très très important, c'est ce qu'on appelle le métabolisme, la façon dont le microbiote peut interférer dans le métabolisme de ce qu'on appelle, en termes techniques, les endobiotiques ou les xénobiotiques. Alors ça veut dire quoi, les endobiotiques? Ce sont des substances endogènes qu'on a détoxifiées et qui vont être éliminées, et les xénobiotiques, ce sont des substances exogènes, donc des toxiques, des médicaments, etc. Et en fait, parmi les endobiotiques, il y a les hormones. Donc effectivement, les œstrogènes, pour ne citer que, eh bien ces œstrogènes sont éliminés comment? Ben ils sont au niveau du foie, hein, ils vont être conjugués, donc c'est-à-dire qu'on va on va les coller à un transporteur, et puis ensuite le transporteur va les transporter à travers tout le tube digestif jusqu'à la sortie. Et ils sont comme ça éliminés. Maintenant, le problème, c'est que parfois ils peuvent un peu sortir par la porte et rentrer par la fenêtre, hein, c'est-à-dire qu'ils sortent par là, mais notre microbiote va produire des enzymes qui vont enlever ces œstrogènes de leur transporteur, et puis hop, ils vont être réabsorbés, et hop, ils sont de nouveau là. Et donc, ça crée ce qu'on appelle des climats œstrogéniques augmentés, qui peuvent interférer dans un tas de pathologies, mais bon, on verra ça une autre fois. Et ça, c'est un volet. Et puis, un deuxième volet, on s'en rend compte pour différentes pathologies un peu inflammatoires, et entre autres, on sait que les thyroïdites auto-immunes, c'est une grande cause d'hypothyroïdie, quelque chose de quand même assez fréquent dans notre pays, et bien que dans ces thyroïdites auto-immunes, comme dans beaucoup de maladies auto-immunes, c'est une maladie auto-immune, c'est une réaction erronée du système immunitaire qui se trompe de cible. Ça, c'est une évidence, parce qu'elle a réagi à quelque chose, et qu'elle a l'impression de retrouver plus ou moins l'équivalent de la même chose sur un de nos tissus. Et justement, parmi ces éléments sur lesquels elle réagit, et à la base, en premier lieu, ben ça peut être des éléments du microbiote aussi. Donc effectivement, on sait que l'état du microbiote et de la paroi intestinale pourrait aussi avoir un rôle dans des maladies inflammatoires et des maladies auto-immunes et inflammatoires en général d'ailleurs, et entre autres au niveau hormonal. Ok. Ben, je pense qu'on fera un épisode spécifique là-dessus, mais je trouve ça intéressant d'avoir discuté un petit peu de voilà, c'est quoi le microbiote, concrètement, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour analyser son microbiote, ensuite dans ce qui existe, quels sont un peu les avantages et les limites de chacune des analyses, et surtout qu'est-ce qui est intéressant en fait à regarder, et
qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui dans la littérature, ou un peu les limites, de savoir aussi, mais en fait tout ça au final ça s'applique à quoi? Et justement, quand on parlait des œstrogènes, en fait ça s'appelle l'œstrobolome. On appelle ça comme ça, ça a un nom. Okay. Donc c'est effectivement la communauté des bactéries qui produit ces enzymes en excès en fait. Et donc ce sont aussi des choses qu'on peut rechercher dans le microbiote. En tout cas, merci à ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. Il était assez technique, un peu plus technique que les autres, mais je crois que c'est aussi intéressant d'aller voir ce qui se passe derrière et à quel point tout ceci est complexe, mais tout ceci avance et tout ceci commence à être de mieux en mieux étudié et surtout commence à être amené en pratique. C'est ça qui est super intéressant, la partie clinique aussi. Donc merci beaucoup pour tout ça. Merci à celles et ceux qui ont écouté. C'était plus rude. Hein, voilà, on était dans une ambiance plus détendue pour aborder un sujet plus tendu. Donc voilà, n'hésitez pas à partager aussi cet épisode avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de son contenu, quelqu'un qui vous a récemment dit l'analyse du microbiote ça sert à rien, eh bien envoyez-lui cet épisode. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup de personnes qui nous suivent mais qui ne sont pas, enfin qui nous écoutent quotidiennement mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc abonnez-vous à la chaîne, likez l'épisode et je vous dis à la prochaine. Et je jette mes feuilles dans le feu.